Ma famille a ri quand je les ai suppliés de m'aider après mon divorce. 6 ans plus tard, ils se sont présentés à mon portail et ont dit, « Tu n'as pas besoin de tout cet espace. Nous allons emménager à la place. » Je suis resté silencieux. Et j'ai passé un appel qu'ils n'oublieront jamais. « Tu crois vraiment qu'on va te tirer d'affaire ? Béatrice, comme on fait son lit, on se couche. » Les mots de ma mère flottaient dans l'air comme du poison, et je pouvais entendre ma sœur Mélanie rire en arrière-plan. J'étais sur le parking d'un supermarché à Lyon, tenant un téléphone qui semblait peser une tonne. C'était un après-midi froid de novembre, et je venais de demander de l'aide à ma famille, une chose que je m'étais juré de ne jamais faire. Je m'appelle Béatrice et j'avais 30 ans quand mon monde s'est effondré. 6 mois plus tôt, mon mari Raphaël m'avait quitté, laissant derrière lui des papiers de divorce et une montagne de dettes dont j'ignorais l'existence. Nous étions mariés depuis 5 ans, et je pensais que nous construisions une vie ensemble. Il s'est avéré que Raphaël construisait quelque chose de tout à fait différent, une addiction au jeu qui a vidé nos économies et plafonné toutes les cartes de crédit que nous avions. Quand j'ai découvert la vérité, Raphaël était déjà parti. Il ne m'a laissé que des factures, un appartement en location que je pouvais à peine me permettre, et les vêtements que je portais. Je travaillais comme assistante administrative dans un petit cabinet comptable, gagnant juste assez pour m'en sortir quand les choses étaient stables. Mais maintenant, avec les dettes de Raphaël à mon nom et aucun filet de sécurité, j'étais en train de me noyer. C'est pourquoi j'ai appelé ma mère. « Maman, je ne demande pas grand-chose, » dis-je, en essayant de garder ma voix stable. « Juste assez pour m'aider à tenir les prochains mois, le temps que je trouve une solution. Je te rembourserai. Je te le promets. » « Béatrice, nous avons déjà fait assez pour toi, » a répondu ma mère, son ton sec et méprisant. « Nous avons payé pour ton mariage, tu te souviens ? C'était 20 000 € que nous ne reverrons jamais. Et maintenant tu en veux plus ? » J'ai senti mon estomac se tordre. Le mariage avait été leur idée. La grande salle, les fleurs chères, le photographe qui facturait plus que mon loyer mensuel. J'avais voulu quelque chose de simple, mais ma mère avait insisté pour que ce soit parfait. Parfait pour qui ? Me demandais-je maintenant. C'était différent, dis-je doucement. C'est une urgence. Raphaël m'a laissé sans rien. Alors peut-être que tu aurais dû être plus intelligente sur le choix de ton mari, a lancé ma mère. Nous ne sommes pas une banque, Béatrice. Tu dois apprendre à te débrouiller seule. En arrière-plan, j'ai de nouveau entendu la voix de Mélanie, moqueuse et cruelle. Dis-lui de trouver un deuxième travail. Ou peut-être qu'elle aurait dû y penser avant de laisser Raphaël lui marcher dessus. Ma sœur avait toujours été comme ça. En grandissant, Mélanie était l'enfant chéri. Plus jolie, plus intelligente, plus réussie aux yeux de nos parents. Elle avait épousé un homme riche nommé Grégoire, un promoteur immobilier qui la gâtait avec des vacances et des sacs à main de créateur. Mélanie n'avait jamais connu de difficultés de sa vie, et elle aimait me le rappeler. « Je dois y aller », dit brusquement ma mère. « Nous allons nous mettre à table. Bonne chance, Béatrice. J'espère que tu trouveras une solution. » La ligne est devenue silencieuse, et je suis resté là, dans le froid, à fixer mon téléphone. J'ai senti des larmes me piquer les yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. J'avais demandé de l'aide, et elle s'était moquée de moi. Ma propre famille m'avait tourné le dos au moment où j'avais le plus besoin d'elle. Ce soir-là, assise dans mon minuscule appartement, j'ai pris une décision. J'allais survivre à ça, et je le ferais seul. Je n'avais pas besoin de l'argent de ma mère ni de la pitié de Mélanie. Je reconstruirais ma vie à partir de zéro, et un jour, elle regretterait de m'avoir jamais sous-estimé. J'ai commencé par prendre un deuxième emploi, serveuse dans un restaurant le week-end. Le travail était épuisant, mais les pourboires m'aidaient à garder la tête hors de l'eau. Je me suis aussi inscrite à des cours en ligne pour améliorer mes compétences, espérant décrocher un emploi mieux rémunéré. Chaque euro que je gagnais était consacré au remboursement des dettes de Raphaël et à l'épargne pour un avenir que je ne pouvais pas encore voir, mais que je refusais d'abandonner. Pendant ces premiers mois, j'ai appris ce que signifiait être vraiment seul. Mes amis s'étaient éloignés après le divorce, soit parce qu'ils prenaient le parti de Raphaël, soit parce qu'ils ne savaient pas comment gérer ma situation. Ma famille avait clairement fait savoir qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. Alors, je me suis enfoui dans le travail et la survie, un jour à la fois. Mais même dans ces moments sombres, je sentais quelque chose s'agiter en moi, une détermination tranquille qui refusait de s'éteindre.
Je n'allais pas seulement survivre. J'allais prospérer. Et quand je le ferais, je m'assurerais que ma famille verrait exactement ce qu'elle avait jeté. 6 ans plus tard, je me tenais au portail de ma propre propriété, un vaste domaine en périphérie de Lyon que j'avais acheté avec l'argent gagné en créant une entreprise de conseil prospère. J'avais lutté pour sortir de la pauvreté, j'avais tout appris sur les affaires et la finance, et j'avais transformé ma douleur en force. Et maintenant, ma famille était de retour. Ils se tenaient à mon portail, demandant quelque chose qu'ils n'avaient aucun droit de demander. Mais cette fois, je n'étais pas la femme désespérée qui suppliait de l'aide. Cette fois, c'est moi qui avais toutes les cartes en main. Les années entre 30 et 36 ans avaient été un tourbillon de travail acharné, de sacrifices et de concentration implacable. Après cet appel avec ma mère, je m'étais fait une promesse. Je ne demanderai plus jamais d'aide à personne. Au lieu de cela, je deviendrai le genre de personne qui n'en a pas besoin. Au début, les progrès étaient lents. Entre mon travail administratif et mes services comme serveuse, j'avais à peine le temps de dormir. Mais j'utilisais chaque moment libre pour me former. Je lisais des livres sur les affaires, regardais des tutoriels sur le marketing et étudiais des entrepreneurs à succès qui étaient partis de rien. Je suis devenu obsédé par l'idée de créer quelque chose à moi, quelque chose que personne ne pourrait m'enlever. Un soir, en parcourant les offres d'emploi, je suis tombé sur une opportunité qui a tout changé. Une petite start-up cherchait quelqu'un pour les aider à organiser leurs finances et à rationaliser leurs opérations. Le salaire n'était pas génial, mais ils étaient prêts à m'apprendre les ficelles de la gestion d'une entreprise. J'ai postulé immédiatement et, à ma grande surprise, ils m'ont embauché. Travailler dans la start-up, c'était comme boire à la lance d'incendie. J'ai appris la budgétisation, la gestion des clients, les négociations de contrats et le développement des opérations. La propriétaire, une femme nommée Patricia, a vu du potentiel en moi et m'a donné plus de responsabilités que je ne le méritais probablement à l'époque. Elle m'a appris à penser de manière stratégique, à anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent et à transformer une entreprise en difficulté en une entreprise rentable. En 2 ans, l'entreprise avait triplé son chiffre d'affaires, et j'étais devenu le bras droit de Patricia. Elle m'a attribué une grande partie du succès, et quand elle a décidé de prendre sa retraite, elle m'a proposé de me vendre une participation dans l'entreprise. Je n'avais pas l'argent tout de suite, mais Patricia croyait suffisamment en moi pour mettre en place un plan de paiement. C'était un risque, mais j'étais prête à le prendre. Cette décision a changé ma vie. À 33 ans, j'avais entièrement racheté la part de Patricia et renommé l'entreprise à mon nom. J'ai réorienté notre activité vers le conseil, aidant les petites entreprises à optimiser leurs opérations et à augmenter leur rentabilité. Le travail était exigeant, mais je l'adorais. Pour la première fois de ma vie, j'avais le sentiment d'être en contrôle. L'entreprise a grandi plus vite que je ne l'avais jamais imaginé. Les clients recommandaient leurs amis et bientôt, j'embauchais des employés pour faire face à la demande. J'ai quitté mon appartement exigu pour une maison modeste. Puis, alors que l'entreprise continuait de s'étendre, j'ai encore déménagé, cette fois pour une propriété qui semblait presque trop belle pour être vraie. C'était un domaine de 2 hectares en périphérie de Lyon, entouré d'arbres et d'intimité. La maison elle-même était magnifique, moderne mais chaleureuse, avec de grandes fenêtres laissant entrer la lumière naturelle, et une cuisine dont je n'avais fait que rêver. Il y avait une maison d'amis sur la propriété, une piscine et même un petit potager où je pouvais cultiver des légumes. Quand j'ai signé les papiers, je me suis assise dans mon nouveau salon et j'ai pleuré. Non pas parce que j'étais triste, mais parce que je n'arrivais pas à croire le chemin que j'avais parcouru. 6 ans plus tôt, je suppliais ma mère pour quelques centaines d'euros. Maintenant, je possédais un terrain qui valait plus que tout ce que ma famille avait jamais eu. Mais je ne leur ai rien dit. Je n'ai pas appelé ma mère ni envoyé de photos à Mélanie. Je voulais profiter de mon succès sans leur jugement ou leur jalousie. Pendant des années, j'ai gardé ma vie privée, construisant mon entreprise et me concentrant sur mon propre bonheur. Et puis, un après-midi, tout a changé. J'étais dans mon bureau quand mon assistante m'a appelé. « Béatrice, il y a quelqu'un au portail. Ils disent qu'ils sont de la famille. » Mon estomac s'est noué. Je n'avais pas parlé à ma famille depuis plus de 5 ans. Après cet appel téléphonique, j'avais coupé tout contact. Je n'avais pas bloqué leur numéro, mais j'avais arrêté de répondre quand ils appelaient. Finalement, ils avaient cessé d'essayer. « C'est qui ? » ai-je demandé. « Une femme nommée Mélanie. Elle dit qu'elle est ta sœur. »
J'ai senti une vague de colère m'envahir, suivie de curiosité. Que pouvait bien vouloir Mélanie après tout ce temps? Dis-lui d'attendre, dis-je. J'arrive dans une minute. J'ai attrapé mes clés et j'ai conduit jusqu'au portail. Quand je l'ai vue là, je l'ai à peine reconnue. Mélanie avait toujours été impeccable. Cheveux parfaitement coiffés, vêtements de marque, ce sourire suffisant qui me donnait envie de crier. Mais la femme qui se tenait à mon portail avait l'air fatiguée. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. Ses vêtements étaient simples et elle avait des cernes sous les yeux. Derrière elle se tenaient ma mère et mon père, tous deux paraissant plus âgés et usés. Mon père évitait mon regard, mais ma mère me fixait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Était-ce de la honte? Du regret? J'ai baissé ma vitre, mais je ne suis pas sorti de la voiture. Qu'est-ce que vous voulez? Mélanie s'est avancée, sa voix prudente. Béatrice, nous devons parler. On peut entrer? Non, dis-je sèchement. Dites ce que vous avez à dire de là. Mélanie a jeté un coup d'œil à notre mère, puis est revenue vers moi. Nous traversons une période difficile. L'entreprise de Grégoire a fait faillite et nous avons perdu notre maison. Maman et papa nous ont aidés, mais ils ne peuvent plus. Nous avons entendu dire que tu réussissais bien et nous avons pensé que vous pouviez venir ici et demander de l'aide, l'interrompis-je, la voix froide. Le visage de Mélanie s'est empourpré. Nous sommes de la famille, Béatrice. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. Nous pourrions emménager juste le temps de nous remettre sur pied. Je les regardais, incrédule. Ils avaient l'audace de se présenter après 6 ans et de demander à emménager dans ma maison, la maison que j'avais construite sans eux. La maison dont ils ne connaissaient même pas l'existence jusqu'à maintenant. Je n'ai rien dit. J'ai simplement sorti mon téléphone et passé un appel. Le téléphone a sonné 2 fois avant que quelqu'un ne réponde. Allô, ici Patricia. J'ai souri même si mes mains tremblaient. Patricia, c'est Béatrice. J'ai besoin de ton conseil sur quelque chose. Patricia avait été plus qu'un mentor pour moi. Elle était la chose la plus proche d'une famille que j'avais. Après sa retraite, nous étions restés en contact, et elle continuait de m'offrir ses conseils chaque fois que j'en avais besoin. Elle connaissait mon passé, le divorce, ma famille qui m'avait tourné le dos. Et elle savait à quel point j'avais travaillé dur pour arriver là où j'étais. Que se passe-t-il? A demandé Patricia, sa voix chaleureuse et rassurante. Ma famille vient de se présenter à mon portail, dis-je, en gardant ma voix stable. Ils veulent emménager avec moi. Ma sœur a tout perdu, et ils pensent que je leur dois de l'aide. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Puis Patricia a dit, Béatrice, tu ne leur dois rien. Tu le sais, n'est-ce pas? Je sais, dis-je. Mais je veux gérer ça de la bonne manière. Je ne veux pas juste leur claquer la porte au nez. Je veux qu'ils comprennent pourquoi je dis non. Patricia a gloussé doucement. Alors dis-leur la vérité. Rappelle-leur ce qu'ils t'ont dit il y a 6 ans. Et s'ils ne comprennent toujours pas, va-t'en. Tu as gagné le droit de protéger ta tranquillité. J'ai remercié Patricia et j'ai raccroché. Puis je me suis retourné vers ma famille qui attendait toujours à mon portail ma réponse. J'ai pris une profonde inspiration et je suis sorti de la voiture. Vous voulez parler de famille? Dis-je, ma voix calme mais ferme. Parlons de famille. Mélanie a ouvert la bouche pour parler, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Il y a 6 ans, j'ai appelé maman et j'ai supplié pour de l'aide. Vous vous souvenez de ce qu'elle m'a dit? Ma mère a baissé les yeux, le visage pâle. Mélanie s'est agitée, mal à l'aise, mais elle n'a pas répondu. Elle m'a dit que j'avais fait mon lit et que je devais m'y coucher, continuai-je. Tu t'es moqué de moi, Mélanie. Tu m'as dit de trouver un 2e travail. Et papa, tu n'as pas dit un mot. Tu es resté là et tu les as laissés m'humilier. Mon père a finalement levé les yeux, ses yeux remplis de quelque chose qui aurait pu être du regret. Béatrice, nous ne savions pas à quel point la situation était grave. Vous vous en fichiez, l'interrompis-je. Vous vous en fichiez parce qu'il était plus facile de me rayer de votre vie que de m'aider. Et maintenant, 6 ans plus tard, vous vous présentez ici en demandant la même chose que je demandais à l'époque. Vous voyez l'ironie? Les yeux de Mélanie se sont remplis de larmes. Mais je n'ai ressenti aucune sympathie. Béatrice, nous sommes désolés. Nous avons fait une erreur,
mais nous sommes désespérés. Nous avons besoin de ton aide. J'étais désespéré aussi, dis-je. Mais je m'en suis sorti seul. J'ai travaillé 2 emplois, j'ai repris mes études et j'ai bâti une entreprise à partir de rien. Je n'avais personne sur qui compter, et je n'avais pas de filet de sécurité. Mais j'ai survécu, et j'ai prospéré. Ma mère s'est avancée, la voix tremblante. Nous sommes fiers de toi, Béatrice. Vraiment. Mais nous te demandons d'être la plus intelligente ici. La famille est censée s'entraider. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour dans mon rire. La famille est censée s'entraider. Où était cette philosophie il y a 6 ans? Où étiez-vous quand je dormais sur le canapé d'une amie parce que je ne pouvais pas payer mon loyer? Où étiez-vous quand je mangeais des céréales pour dîner parce que je n'avais pas d'argent pour les courses? Personne n'a répondu. Je vais vous dire où vous étiez, dis-je. Vous étiez assis dans vos maisons confortables, à me juger pour mes erreurs et à vous féliciter de ne pas être à ma place. Eh bien, devinez quoi? Maintenant, vous y êtes. Mélanie a essuyé ses larmes et a reculé d'un pas. Alors c'est tout? Tu vas juste nous renvoyer? Oui, dis-je simplement. Je vais vous renvoyer parce que je ne vous dois rien. Vous avez eu votre chance d'être là pour moi et vous avez choisi de ne pas l'être. Maintenant, je choisis de ne pas être là pour vous. Mon père a finalement parlé, sa voix basse. Qu'est-ce qu'on est censé faire, Béatrice? La même chose que moi, dis-je. Débrouillez-vous. Prenez un 2e travail. Réduisez votre train de vie. Faites ce qu'il faut. Vous survivrez, tout comme moi. Je me suis retourné pour regagner ma voiture, mais ma mère m'a appelé. Béatrice, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous sommes de la famille. Je me suis arrêté et je l'ai regardé. La famille ne se moque pas de toi quand tu te noies. La famille ne te tourne pas le dos quand tu as le plus besoin d'elle. Vous m'avez appris cette leçon il y a 6 ans, et je ne l'ai jamais oubliée. Sans un autre mot, je suis monté dans ma voiture et je suis retourné à la maison. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Je ne voulais pas voir leur visage ni entendre leurs supplications. J'avais dit ce que j'avais à dire et maintenant c'était fini. En rentrant, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise dans mon salon. La maison était silencieuse, et pendant un instant, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Une partie de moi se sentait coupable de les avoir renvoyés. Mais une plus grande partie de moi se sentait soulagée. Soulagée d'avoir enfin tenu tête. Soulagée de ne pas les avoir laissés me culpabiliser pour faire quelque chose que je ne voulais pas faire. J'ai pensé à la femme que j'étais. Celle qui suppliait de l'aide et pleurait jusqu'à s'endormir. Cette femme avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort. Quelqu'un qui avait appris à la dure que la seule personne sur qui on peut compter, c'est soi-même. Assise là, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ma famille n'était pas venue à mon portail parce qu'ils m'aimaient ou parce qu'ils voulaient renouer le contact. Ils sont venus parce qu'ils avaient besoin de quelque chose de moi. Et quand j'ai dit non, ils partiraient aussi facilement qu'ils l'avaient fait il y a 6 ans. Mais cette fois, je m'en fichais. J'avais construit une vie dont j'étais fier. Et je n'allais laisser personne me l'enlever. Pas même les gens qui étaient censés m'aimer inconditionnellement. Le lendemain matin, je me suis réveillé en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Pour la première fois depuis la réapparition de ma famille, j'avais l'impression de pouvoir respirer. J'avais dit ce qui devait être dit, et j'avais tenu bon. Ça aurait dû être la fin. Mais bien sûr, ce ne fut pas le cas. J'étais dans mon bureau à domicile en train d'examiner des contrats pour un nouveau client quand mon téléphone a commencé à vibrer. Le premier appel provenait d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai ignoré. Puis un autre appel est arrivé, et un autre. Au 5e appel, j'ai compris que quelque chose se passait. J'ai répondu au suivant, en gardant une voix professionnelle. Ici Béatrice. Bonjour, est-ce bien la Béatrice qui possède l'entreprise de conseil? A demandé une femme, son ton incertain. Oui, c'est elle. Comment puis-je vous aider? Je vous appelle du journal de Lyon. Nous avons reçu une information selon laquelle vous auriez récemment renvoyé des membres de votre famille en difficulté financière. Est-ce vrai? Mon estomac s'est noué. Pardon. Quoi? Nous préparons un article sur les chefs d'entreprise à succès et leurs relations avec les membres de leur famille en difficulté. Votre nom a été mentionné.
Souhaitez-vous commenter? J'ai senti la chaleur monter à mon visage. Aucun commentaire, dis-je et j'ai raccroché immédiatement. En quelques minutes, mon téléphone a été inondé d'appels de journalistes, de blogueurs et même de quelques chaînes de télévision locales. J'ai éteint mon téléphone et je suis resté assise dans un silence stupéfait. Comment cela avait-il pu arriver? Comment mon affaire de famille privée était-elle devenue publique? La réponse est arrivée 1 heure plus tard lorsque mon assistante m'a transféré un lien vers une publication sur les réseaux sociaux. C'était de Mélanie. La publication montrait une photo de mon portail, le même portail où nous nous étions tenus la veille. La légende disait, parfois, le succès change les gens. Ma sœur a plus d'argent et d'espace qu'elle n'en aura jamais besoin, mais quand notre famille a traversé des moments difficiles, elle nous a renvoyés sans une seconde pensée. J'imagine que les liens du sang ne signifient pas grand-chose quand on vit dans un manoir. La publication avait déjà été partagée des centaines de fois, et les commentaires étaient virulents. Des gens que je n'avais jamais rencontrés me traitaient d'égoïste, de sans-cœur et de cruel. Certains suggéraient même que mon succès devait venir du fait d'avoir écrasé les autres. Quelques commentaires me défendaient, mais ils étaient noyés par l'indignation. J'ai regardé l'écran, les mains tremblantes de colère. Mélanie avait utilisé les réseaux sociaux comme une arme pour me faire passer pour la méchante, sachant très bien que les gens se rallieraient à sa cause sans connaître toute l'histoire. Elle avait transformé ma décision privée en spectacle public. Et maintenant, j'étais jugé par des étrangers qui ne savaient rien de ce que j'avais traversé. Je voulais répondre. Je voulais publier ma propre version de l'histoire, raconter au monde l'appel téléphonique d'il y a 6 ans, la façon dont ma famille m'avait abandonné quand j'avais le plus besoin d'elle. Mais quelque chose m'a arrêté. Répondre à la publication de Mélanie ne ferait qu'attiser le feu. Cela transformerait cela en une bataille de va-et-vient que je n'avais aucun intérêt à mener. Au lieu de cela, j'ai rappelé Patricia. J'ai vu la publication, a dit Patricia avant même que je puisse parler. Béatrice, je suis tellement désolé. C'est plus qu'inapproprié. Elle essaie de détruire ma réputation, dis-je, la voix tendue. Elle fait comme si j'étais un monstre sans cœur qui a abandonné sa famille. Alors tu dois te protéger, a dit fermement Patricia. Ce n'est plus seulement une question de sentiments personnels. Cela pourrait affecter ton entreprise. Tu dois prendre les devants avant que ça ne dégénère. Comment? Demandai-je, me sentant dépassé. Premièrement, documente tout. Si tu as des archives de cet appel d'il y a 6 ans, trouve-les. Si tu as des preuves de la façon dont ta famille t'a traité, rassemble-les. Deuxièmement, engage un avocat. La publication de Mélanie pourrait être considérée comme de la diffamation si elle nuit à ta réputation. Et troisièmement, envisage de publier une déclaration, non pas pour lui répondre, mais pour rétablir les faits selon tes propres termes. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas me voir. D'accord, je vais le faire. Et Béatrice, a ajouté Patricia, ne laisse pas ça te briser. Tu es allé trop loin pour les laisser te tirer vers le bas. Maintenant, après avoir raccroché, j'ai passé le reste de la journée à suivre les conseils de Patricia. J'ai fouillé dans de vieux dossiers et j'ai trouvé des relevés bancaires de l'année de mon divorce, montrant les dettes que Raphaël m'avait laissées. J'ai aussi trouvé des SMS de cette période. Des messages où j'avais demandé de l'aide à ma mère et n'avais reçu que des réponses froides et méprisantes. J'ai contacté un avocat nommé Grégoire, ironiquement le même nom que le mari de Mélanie, et j'ai expliqué la situation. Il a examiné la publication de Mélanie et a confirmé qu'elle pouvait être considérée comme diffamatoire, surtout qu'elle impliquait que j'avais fait quelque chose de moralement répréhensible sans fournir le contexte complet. Vous avez un dossier solide, a dit Grégoire. Mais je veux que vous réfléchissiez bien si vous voulez poursuivre. Une action en justice peut être coûteuse et épuisante émotionnellement. Parfois, la meilleure chose à faire est d'ignorer et de laisser passer. Je ne veux pas l'ignorer, dis-je. Je veux que les gens sachent la vérité. Alors rédigeons une déclaration, a suggéré Grégoire. Quelque chose de factuel et de professionnel. Nous la publierons sur la page de votre entreprise et l'enverrons à tous les médias qui vous contacteront. Laissons les faits parler d'eux-mêmes. Ce soir-là, Grégoire et moi avons travaillé ensemble pour rédiger une déclaration. Elle était simple et directe. Il y a 6 ans, j'ai traversé un divorce difficile qui m'a laissé en ruine financière. Quand j'ai demandé de l'aide à ma famille, on m'a dit de me débrouiller seul. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai cumulé plusieurs emplois,
j'ai repris mes études et j'ai bâti une entreprise à partir de rien. Récemment, ma famille m'a contacté pour demander un soutien financier et un logement. J'ai refusé, non par méchanceté, mais parce que je crois qu'ils sont capables de surmonter leurs difficultés, tout comme j'ai surmonté les miennes. Je leur souhaite bonne chance, mais je ne serai pas publiquement humilié pour avoir fixé des limites. La déclaration a été publiée le lendemain matin, et la réponse a été immédiate. Certaines personnes ont continué à me critiquer, mais beaucoup d'autres ont commencé à voir mon point de vue. Les commentaires ont afflué de la part de personnes qui avaient vécu des situations similaires, de personnes qui avaient été blessées par des membres de leur famille et qui luttaient avec la culpabilité de dire non. Mais ce qui m'a le plus surprise, c'est le silence de Mélanie. Elle n'a pas répondu à ma déclaration. Elle n'a pas publié d'autres mises à jour. C'était comme si elle s'était attendue à ce que je m'effondre sous la pression. Et quand je ne l'ai pas fait, elle s'est retrouvée à court de munitions. Pendant quelques jours, j'ai pensé que c'était la fin. L'attention médiatique s'est estompée et la vie a commencé à revenir à la normale. Mon entreprise a continué à prospérer et je me suis concentré sur le travail que j'aimais. Mais ensuite, j'ai reçu un appel qui a tout changé. L'appel venait d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais cette fois j'ai répondu. « Est-ce Béatrice ?» a demandé une voix d'homme. « Oui. »« Qui est-ce ?» ?»« Je m'appelle Thomas. Je suis un avocat représentant votre mère et votre sœur. » J'ai senti mon sang se glacer. « Que voulez-vous ? » ?»« Mes clientes estiment avoir un droit légal sur une partie de vos actifs, » a dit Thomas, son ton professionnel mais ferme. Plus précisément, elles soutiennent que votre mère vous a fourni un soutien financier pendant votre mariage avec Raphaël. Et que ce soutien constitue un prêt qui n'a jamais été remboursé. J'ai failli rire. Vous êtes sérieux ? Ma mère ne m'a apporté aucun soutien financier pendant mon mariage. Elle a payé pour mon mariage, ce qui était son choix, et elle a été très claire à l'époque que c'était un cadeau, pas un prêt. Avez-vous des documents prouvant que c'était un cadeau ? A demandé Thomas. J'ai hésité. Je ne pense pas. C'était il y a 6 ans, et nous n'avons pas vraiment rédigé de contrat. Alors vous comprenez pourquoi mes clientes estiment avoir un dossier, a dit Thomas. Elles sont prêtes à intenter un procès à moins que vous n'acceptiez de régler cette affaire à l'amiable. Un accord à l'amiable ? Répétai-je, incrédule. Que demandent-elles ? 200 000 €. Thomas a dit qu'elles estiment que ce montant reflète le soutien financier qu'elles ont fourni, plus les intérêts. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. 200 000 €. C'était plus que ce que ma mère avait jamais dépensé pour mon mariage, et nous le savions toutes les deux. Il ne s'agissait pas de rembourser un prêt. Il s'agissait de me punir d'avoir dit non. Dites à vos clientes d'aller de l'avant et d'intenter le procès, dis-je, la voix tremblante de colère, parce que je ne leur donnerai pas un seul centime. J'ai raccroché avant que Thomas puisse répondre. Mes mains tremblaient, et j'ai senti des larmes de frustration me piquer les yeux. Comment pouvait-elle faire ça ? Comment pouvait-elle transformer quelque chose qui s'était passé il y a 6 ans en une arme juridique ? J'ai appelé Grégoire immédiatement et lui ai raconté ce qui s'était passé. Il a écouté attentivement, puis a dit, « Béatrice, c'est du chantage. Elles espèrent que vous paierez juste pour que ça s'arrête. Mais si vous tenez bon, je ne pense pas qu'elles aient un dossier solide. Et si elles intentent le procès ? Demandai-je. Alors nous nous battrons, a dit Grégoire. Nous soutiendrons que les dépenses du mariage étaient un cadeau, pas un prêt. Nous mentionnerons également le fait que votre mère vous a explicitement dit qu'elle ne vous aiderait pas pendant votre divorce. Cela contredit l'idée qu'elle agissait comme votre prêteuse. Je n'arrive tout simplement pas à croire qu'elles iraient aussi loin, dis-je doucement. Malheureusement, le désespoir pousse les gens à faire des choses terribles, a répondu Grégoire. Mais vous n'êtes pas seul dans cette affaire. Nous la gérons ensemble. Au cours des jours suivants, j'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais la menace d'un procès pesait sur moi comme un nuage noir. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont ma famille avait déformé notre histoire pour servir son récit. Le mariage avait été leur idée. Elles avaient insisté sur la salle chère, les fleurs extravagantes, le bar ouvert, et maintenant elles prétendaient que c'était un prêt que je leur devais. Une semaine plus tard, le procès a été officiellement intenté. Quand Grégoire m'a transmis les documents, je les ai lus avec un mélange d'incrédulité et de rage.
Le procès affirmait que ma mère m'avait apporté un soutien financier important tout au long de ma vie d'adulte et que j'avais manqué à mes obligations en refusant de les aider quand elles en avaient besoin. C'était que des mensonges. Ma mère ne m'avait jamais soutenu financièrement au-delà du mariage. Elle avait clairement fait savoir que j'étais seul et j'avais accepté cela. Maintenant, elle réécrivait l'histoire pour se faire passer pour une victime. Mais ce qui rendait la situation pire, c'était le timing. Mon entreprise était à un point critique. Nous négocions un contrat majeur avec un détaillant national et la dernière chose dont j'avais besoin était une publicité négative. Si l'on apprenait que j'étais poursuivi par ma propre famille, cela pourrait nuire à ma réputation et me coûter le contrat. J'ai rencontré Grégoire pour discuter de notre stratégie. Nous devons être agressifs, a-t-il dit. Nous déposerons une demande de rejet, en arguant que leurs revendications n'ont aucun fondement juridique. Nous ferons également témoigner votre mère et votre sœur pour consigner leur version des faits. Si elles mentent, cela deviendra très vite évident. Et si elles ne mentent pas? Demandai-je. Et si elles croient réellement à leur propre version des faits? Grégoire m'a jeté un regard compatissant. Alors nous leur prouverons qu'elles ont tort avec les faits. Croyez-moi, Béatrice, vous avez le dossier le plus solide. Mais alors que le procès traînait en longueur, j'ai commencé à douter de moi. L'avocat de ma famille était implacable, fouillant dans tous les aspects de mes finances et de ma vie personnelle. Ils ont demandé les archives de mon entreprise, de mes comptes bancaires, même de mon ancien propriétaire de l'appartement que j'avais loué après mon divorce. Le pire a été la déposition. J'ai dû m'asseoir dans une salle de conférence pendant que Thomas me cuisinait pendant des heures, posant des questions conçues pour me faire paraître égoïste et ingrate. Il m'a interrogé sur mes revenus, mes propriétés, mon style de vie. Il m'a demandé pourquoi je n'avais pas contacté ma famille après que mon entreprise soit devenue prospère. Il m'a même demandé si je me sentais coupable d'avoir plus qu'eux. J'ai répondu à chaque question aussi honnêtement que possible, mais à la fin de la journée, je me sentais épuisé et démoralisé. Ce n'était pas seulement une bataille juridique. C'était une bataille émotionnelle. Ma famille essayait de me détruire, et ils étaient prêts à mentir et à manipuler pour y parvenir. Ce soir-là, je me suis assis seul dans mon salon, fixant la cheminée. J'ai pensé à tout ce que j'avais traversé, le divorce, les dettes, les années de lutte pour reconstruire ma vie. J'avais survécu à tout cela, et j'en étais sorti plus forte. Mais ça, c'était différent. C'était une trahison qui me blessait plus profondément que tout ce que Raphaël ou ma famille avaient jamais fait auparavant. Et puis, juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, j'ai reçu un appel qui a tout changé. C'était d'une femme nommée Claire, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis plus d'une décennie. Claire avait été une amie de ma mère, et elle avait été témoin de la façon dont ma famille me traitait en grandissant. « Béatrice, » dit Claire, sa voix hésitante. J'ai entendu parler du procès. Je voulais que tu saches quelque chose. Je ne pense pas que ta mère soit honnête à propos des dépenses du mariage. Que veux-tu dire? Demandai-je, le cœur battant. J'étais là quand ta mère et ton père le planifiaient, a dit Claire. Ils n'ont pas tout payé. Les parents de Raphaël ont contribué à la moitié des frais. Ta mère ment sur le montant qu'elle a réellement dépensé. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Si ce que disait Claire était vrai, alors tout le dossier de ma mère reposait sur un mensonge. Peux-tu en témoigner? Demandai-je. Oui, a dit Claire. Je ferai tout ce dont tu as besoin. Avec le témoignage de Claire, tout le paysage du procès a changé. Grégoire a agi rapidement, déposant une motion pour obliger ma mère à produire les relevés financiers de l'époque de mon mariage. Si elle ne pouvait pas prouver qu'elle avait payé le montant total qu'elle réclamait, son dossier s'effondrerait. Mais l'avocat de ma mère s'est battu avec acharnement. Ils ont soutenu que le témoignage de Claire n'était pas fiable car elle n'avait pas été directement impliquée dans les transactions financières. Ils ont également essayé de me faire passer pour une personne vindicative, affirmant que je harcelais ma famille en faisant traîner le procès. Le juge n'a pas été convaincu. Lors d'une audience, il a ordonné à ma mère de fournir des relevés bancaires et des reçus montrant exactement combien elle avait dépensé pour le mariage. Si elle ne pouvait pas produire les documents, il classerait l'affaire. Cela aurait dû être ma victoire. Mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit. 2 jours après l'audience, j'ai reçu un appel affolé de Mélanie. Sa voix était paniquée, presque hystérique. « Béatrice, s'il te plaît. Nous devons parler. »
Je n'ai rien à te dire, répondis-je froidement. Écoute-moi juste une minute, supplia Mélanie. Maman est en train de perdre la tête. Elle ne trouve pas les reçus. Elle a retourné la maison pour les chercher, mais ils ne sont pas là. Je pense qu'elle les a jetés il y a des années. Ce n'est pas mon problème, dis-je. Béatrice, s'il te plaît, dit Mélanie, la voix brisée. Si nous perdons ce procès, nous allons être ruinés. Rien que les frais d'avocat vont nous mettre en faillite. Maman et papa ont déjà dépensé leurs économies là-dedans. Si nous perdons, nous n'aurons plus rien. J'ai senti une lueur de quelque chose. De la pitié, peut-être, ou de la satisfaction, mais je l'ai repoussé. Vous auriez dû y penser avant d'intenter un procès futile. Je sais que nous avons été horribles avec toi, dit Mélanie, sanglotant maintenant. Je sais que nous ne méritons pas ton pardon, mais s'il te plaît, abandonne juste l'affaire. Nous abandonnerons la nôtre aussi. Nous te laisserons tranquille pour toujours. Ne nous fais pas subir ça. Pourquoi le ferais-je? Demandai-je. C'est vous qui m'avez attaqué, Mélanie. Vous avez essayé de ruiner ma réputation et de prendre mon argent. Pourquoi devrais-je vous montrer de la pitié alors que vous ne m'en avez montré aucune? Parce que nous sommes de la famille, a chuchoté Mélanie. J'ai ri amèrement. La famille ne se poursuit pas en justice. La famille ne ment pas sur le soutien financier. La famille ne se traîne pas dans la boue pour de l'argent. Vous avez cessé d'être ma famille il y a longtemps. J'ai raccroché et cette fois, j'ai bloqué le numéro de Mélanie. Je ne voulais plus entendre parler d'elle. Je ne voulais entendre parler d'aucun d'eux. Une semaine plus tard, la date du tribunal est arrivée. Grégoire et moi étions assis d'un côté de la salle d'audience, et ma mère, mon père et Mélanie étaient assis de l'autre avec leur avocat. Ma mère avait l'air pâle et tirée, ses mains tremblant alors qu'elle serrait un dossier de documents incomplets. Le juge a examiné les preuves, ou leur absence, puis s'est tourné vers ma mère. Avez-vous la preuve des dépenses que vous réclamez? Ma mère a hésité. Votre honneur, je sais que j'ai payé pour le mariage. Je me souviens avoir signé les chèques, mais je ne trouve pas les reçus. Ce n'est pas suffisant, a dit le juge. Sans document, je n'ai aucun moyen de vérifier vos allégations. De plus, le témoignage de mademoiselle Claire indique que les dépenses ont été partagées entre les deux familles. Sur la base des preuves présentées, je rejette cette affaire. La plaignante sera responsable de tous les frais de justice et des honoraires d'avocat. Le visage de ma mère s'est décomposé. Mon père a mis sa tête dans ses mains. Mélanie s'est contentée de me fixer. Ses yeux étaient remplis de haine. Mais je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni soulagement, ni joie, juste du vide. En sortant du palais de justice, Grégoire s'est tourné vers moi et a souri. Tu as gagné, Béatrice. C'est fini. Ça ne ressemble pas à une victoire, dis-je doucement. C'est parce que tu es une bonne personne, a répondu Grégoire. Mais ne laisse pas cette culpabilité te faire penser que tu as fait le mauvais choix. Tu t'es défendu, et tu as gagné. J'ai hoché la tête, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose n'était pas encore terminé. Ma famille avait essayé de me détruire, et je m'étais défendu. Mais à quel prix? Ce soir-là, je me suis assis seul dans ma maison et j'ai pensé aux 6 dernières années. J'avais construit une vie dont j'étais fier, mais j'avais aussi perdu quelque chose en cours de route. Ma famille, mon sentiment d'appartenance, l'espoir que les choses pourraient un jour être réparées. Et puis, juste au moment où je commençais à accepter que c'était vraiment fini, j'ai reçu un dernier message. C'était un email de mon père. L'objet était « Je suis désolé ». J'ai hésité avant de l'ouvrir. Une partie de moi voulait le supprimer sans le lire, mais la curiosité l'a emporté. L'email était court. Béatrice, je sais que je n'ai aucun droit de te demander ton pardon. Je suis resté là et j'ai laissé ta mère et ta sœur te traiter terriblement, il y a 6 ans et maintenant. J'ai été un lâche, et j'ai honte de ça. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, et je ne m'attends pas à ce que tu me reparles un jour, mais je voulais que tu saches que je suis fier de ce que tu as accompli. Tu méritais mieux de notre part, et je suis désolé que nous t'ayons fait défaut. Ton père. J'ai lu l'email 3 fois, ressentant à chaque fois une émotion différente. La colère, la tristesse, la confusion. Mon père ne m'avait jamais défendu. Il avait regardé ma mère et ma sœur me démolir, et il n'avait rien dit. Et maintenant, après tout, il voulait s'excuser.
J'ai pensé à répondre. J'ai pensé à lui dire exactement à quel point son silence m'avait blessé, comment son refus de me défendre avait façonné la personne que je suis devenue. Mais à la fin, je ne l'ai pas fait. J'ai fermé l'email et je l'ai déplacé dans un dossier que je n'ouvrirai probablement jamais. Certaines blessures sont trop profondes pour guérir, et certaines excuses arrivent trop tard pour compter. Mais assise là, dans le calme de ma maison, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais pas besoin des excuses de mon père. Je n'avais pas besoin du regret de ma mère ou des larmes de Mélanie. J'avais déjà gagné la seule bataille qui comptait, la bataille pour ma propre tranquillité d'esprit. Elles avaient essayé de me briser, et elles avaient échoué. J'avais construit une vie sans elles, et je continuerai à la vivre selon mes propres termes. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti le poids se lever de mes épaules. Le procès était terminé. Ma famille était partie. Et j'étais enfin, vraiment, libre. 3 mois après le rejet du procès, j'ai reçu une visite inattendue à mon bureau. Mon assistante m'a appelé pendant une réunion avec un nouveau client. « Béatrice, il y a quelqu'un qui veut te voir. Elle dit que c'est urgent. Elle s'appelle Claire. » Je me suis excusé et je suis allé à la réception où Claire attendait. Elle avait l'air inquiète, ses mains jointes fermement sur ses genoux. « Claire, qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je, la conduisant à mon bureau privé. Elle s'est assise et a pris une profonde inspiration. « Je dois te dire quelque chose. Après le procès, ta mère est venue me voir. Elle était furieuse que j'ai témoigné contre elle. Elle m'a dit que j'avais ruiné sa vie et qu'elle ne me pardonnerait jamais. Je suis désolé qu'elle t'ait entraîné là-dedans, dis-je. Ce n'est pas pour ça que je suis là, a continué Claire. Il y a quelques semaines, j'ai croisé Mélanie au supermarché. Elle avait l'air terrible, épuisée, stressée. Elle a commencé à me parler, et je pense qu'elle avait désespérément besoin de quelqu'un pour l'écouter. Elle m'a dit quelque chose que je pense que tu dois savoir. Je me suis penché en avant. Qu'a-t-elle dit ? Elle m'a dit que ta mère n'avait jamais vraiment prévu d'utiliser l'argent du procès pour leur dette, a dit Claire. Mélanie a dit que tout le procès visait à te punir. Ta mère a été humiliée quand tu as publié cette déclaration en ligne et elle voulait te faire souffrir. Le procès était une vengeance, pure et simple. J'ai senti la colère monter en moi, mais je n'étais pas surprise. Au fond de moi, je m'en étais douté. Mélanie a-t-elle dit autre chose ? Oui, a dit Claire. Elle m'a dit que Grégoire, son mari, n'a pas vraiment perdu son entreprise à cause des conditions du marché. Il l'a perdu parce qu'il détournait de l'argent de ses clients. Il fait l'objet d'une enquête. Et Mélanie est terrifiée à l'idée de tout perdre. Elle a dit qu'elle regrettait d'avoir suivi le plan de ta mère parce que maintenant elles sont dans une situation encore pire qu'avant. Je me suis rassise dans mon fauteuil, traitant cette information. L'effondrement financier de ma famille n'était pas seulement de la malchance. C'était le résultat de leurs propres mauvais choix et de leur comportement illégal. Et au lieu d'assumer leurs responsabilités, ils avaient essayé de m'entraîner dans leur chute. Merci de me l'avoir dit, dis-je à Claire. Elle s'est levée pour partir, puis a hésité. Béatrice, je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais je pense que tu devrais savoir que ta mère parle toujours de toi. Elle dit à quiconque veut bien l'écouter que tu es une fille égoïste qui a abandonné sa famille. Elle essaie de monter les gens contre toi. Laisse-la faire, dis-je calmement. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Après le départ de Claire, je suis resté seul dans mon bureau et j'ai réfléchi à ce qu'elle m'avait dit. Ma mère essayait toujours de détruire ma réputation. Même après avoir perdu le procès, elle ne pouvait pas accepter que j'ai avancé sans elle. Mais j'ai réalisé quelque chose d'important à ce moment-là. L'opinion de ma mère sur moi n'avait plus d'importance. Pendant des années, j'avais porté le poids de sa désapprobation. Me demandant toujours si j'étais assez bien, essayant toujours de faire mes preuves. Mais maintenant, j'étais libéré de ce fardeau. Je n'avais pas besoin de son approbation. Je n'avais pas besoin de son amour. J'avais construit une vie dont j'étais fier, et rien de ce qu'elle disait ne pourrait me l'enlever. Cet après-midi-là, j'ai reçu un autre appel inattendu. Celui-ci venait d'une journaliste nommée Jessica, qui suivait mon histoire depuis la publication sur les réseaux sociaux. Béatrice, j'écris un reportage sur la rupture familiale et l'indépendance financière. J'aimerais beaucoup vous interviewer sur votre expérience. Je pense que votre histoire pourrait aider beaucoup de gens qui sont confrontés à des situations similaires.
J'ai hésité. Une partie de moi voulait rester silencieuse, laisser toute l'affaire s'estomper, mais une autre partie de moi a réalisé que partager mon histoire pourrait en fait faire du bien. Je le ferai, dis-je. Mais je veux m'assurer que l'accent est mis sur la résilience et le fait d'aller de l'avant, pas sur la démolition de ma famille. Absolument, a convenu Jessica. L'interview a eu lieu une semaine plus tard dans mon bureau. Jessica a posé des questions réfléchies sur mon divorce, le rejet de ma famille et la façon dont j'avais reconstruit ma vie à partir de zéro. Elle m'a interrogé sur le procès et comment il m'avait affecté émotionnellement. La partie la plus difficile n'a pas été la bataille juridique, lui dis-je. C'était de réaliser que les gens qui étaient censés m'aimer inconditionnellement étaient prêts à me détruire pour de l'argent. C'était ça, la vraie trahison. Comment avez-vous trouvé la force de continuer ? A demandé Jessica. J'ai arrêté d'attendre la permission d'être heureuse, dis-je. J'ai arrêté d'attendre que ma famille valide mes choix ou mon succès. J'ai réalisé que la seule personne qui pouvait m'apporter la paix, c'était moi-même. L'article a été publié 2 semaines plus tard et la réaction a été bouleversante. J'ai reçu des messages de centaines de personnes qui avaient vécu des situations similaires, des personnes qui avaient été rejetées par leur famille, des personnes qui avaient été poursuivies en justice par des proches, des personnes à qui on avait dit qu'elles n'étaient pas assez bien. Beaucoup d'entre elles m'ont remercié d'avoir parlé. Elles ont dit que mon histoire leur donnait l'espoir de pouvoir survivre à leur propre traumatisme familial et de construire quelque chose de mieux. Mais le message qui m'a le plus touché venait d'une femme nommée Jennifer. Elle a écrit « Merci de m'avoir montré qu'il est acceptable de partir. Je soutiens financièrement ma famille depuis des années, et ils me traitent terriblement. Votre histoire m'a donné le courage de dire non. Je me mets enfin en premier. » En lisant ce message, j'ai réalisé que ma douleur avait un but. En partageant mon histoire, j'avais aidé quelqu'un d'autre à trouver sa force. 6 mois après la publication de l'article, j'ai été invité à prendre la parole lors d'une conférence pour les femmes entrepreneurs. L'événement se tenait dans le centre de Lyon, et la salle de bal était bondée de femmes ambitieuses et déterminées qui avaient surmonté leurs propres obstacles pour créer des entreprises prospères. Alors que je me tenais en coulisses, attendant mon tour de parler, je me sentais nerveuse, mais excitée. C'était un nouveau chapitre pour moi, un où je ne faisais pas que survivre, mais où je prospérais. Je ne reconstruisais pas seulement ma vie. J'inspirais les autres à reconstruire la leur. Quand je suis monté sur scène, le public a applaudi. J'ai regardé la mer de visages et j'ai vu tant de femmes qui me rappelaient moi-même. Des femmes à qui on avait dit qu'elles ne pouvaient pas réussir. Des femmes qui avaient été sous-estimées. Des femmes qui avaient prouvé à tout le monde qu'ils avaient tort. J'ai commencé mon discours en leur parlant de l'appel téléphonique d'il y a 6 ans. Celui où ma mère s'était moquée de mon désespoir. Je leur ai parlé du fait de travailler 2 emplois, de reprendre mes études et de démarrer mon entreprise avec rien d'autre que de la détermination et un ordinateur portable emprunté. Les gens qui doutaient de moi pensaient que j'échouerais, dis-je. Ils pensaient que j'étais faible, incapable et destiné à la médiocrité. Mais je leur ai prouvé qu'ils avaient tort. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que je voulais me prouver quelque chose à moi-même, que je valais plus que leur jugement. Le public était silencieux, suspendu à chaque mot. Quand ma famille est revenue demander de l'aide, j'avais un choix, continuai-je. J'aurais pu être la plus intelligente et les laisser emménager. J'aurais pu leur faire un chèque et acheter leur silence, mais je ne l'ai pas fait. Parce que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de dire non. Parfois, protéger votre tranquillité est plus important que de maintenir la paix. Les applaudissements ont été assourdissants. Après mon discours, des dizaines de femmes sont venues me voir pour partager leurs propres histoires de rejet familial et de résilience. Certaines d'entre elles ont pleuré en me remerciant de leur avoir donné la permission de se prioriser. Une femme, une chef d'entreprise nommée Patricia, pas la Patricia qui m'avait mentoré, mais une autre Patricia, m'a dit que ses parents l'avaient reniée quand elle avait refusé de leur donner de l'argent pour une entreprise qui avait échoué. Je me sentais si coupable, a-t-elle dit. Mais entendre votre histoire m'a fait réaliser que je n'avais rien fait de mal. Si. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement que je n'avais jamais connu auparavant. Ma douleur s'était transformée en but. Mon histoire aidait les autres à trouver leur propre force, mais l'univers n'en avait pas encore fini avec moi. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. L'adresse de l'expéditeur était celle de ma mère. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emporté.
À l'intérieur se trouvait une seule page manuscrite de l'écriture tremblante de ma mère. Béatrice, je t'écris pour t'informer que ton père a été diagnostiqué d'un cancer de stade 4. Les médecins disent qu'il lui reste 6 mois à vivre, peut-être moins. Il veut te voir avant de mourir. Je sais que tu n'as aucune raison de venir, mais je te le demande quand même. Il regrette la façon dont les choses se sont terminées entre vous et il veut une chance de faire la paix. Ta mère. J'ai lu la lettre 3 fois, ressentant un mélange complexe d'émotions. Une partie de moi éprouvait de la sympathie pour mon père. Il avait toujours été le plus silencieux, celui qui restait en arrière-plan pendant que ma mère prenait toutes les décisions. Mais une autre partie de moi ne ressentait que de la colère. Il était resté là et avait laissé ma mère et ma sœur me traiter horriblement. Il ne m'avait jamais défendu. Et maintenant, sur son lit de mort, il voulait le pardon. J'ai appelé Grégoire, mon avocat, et lui ai demandé son avis. Ce n'est pas une question juridique, a-t-il dit. C'est une question personnelle. Toi seul peux décider si tu veux le voir. Je ne sais pas si je le veux, admis-je. Alors n'y va pas, a dit Grégoire. Tu ne lui dois rien, Béatrice. Pas même un au revoir. Mais Patricia, mon mentor, avait une perspective différente. Quand je lui ai parlé de la lettre, elle a dit, Béatrice, je ne vais pas te dire quoi faire. Mais je vais dire ceci. Le regret est un lourd fardeau à porter. Si tu penses que tu regretteras de ne pas lui avoir dit au revoir, alors vas-y. Mais si tu penses que le voir ne fera que rouvrir de vieilles blessures, alors reste à l'écart. Quoi qu'il en soit, fais le choix qui protège ta tranquillité. J'y ai pensé pendant des jours. J'ai imaginé entrer dans la maison de mes parents, voir mon père dans un lit d'hôpital, entendre ma mère rôder à proximité avec son regard critique. J'ai imaginé ce que je lui dirais, ce qu'il me dirait. Et puis j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais pas besoin de tourner la page avec mon père. J'avais déjà trouvé ma propre paix. J'ai écrit une courte réponse et je l'ai renvoyée. Je te souhaite la paix dans tes derniers jours, mais je ne viendrai pas te rendre visite. Tu as eu des années pour arranger les choses, et tu as choisi de ne pas le faire. J'ai tourné la page, et j'espère que tu trouveras un moyen de faire la paix avec tes choix. Béatrice. C'était honnête, direct et final. Et quand je l'ai mise dans la boîte aux lettres, je n'ai ressenti aucune culpabilité, seulement du soulagement. 2 mois plus tard, j'ai reçu un appel de Mélanie. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit que je devais le faire. Béatrice, papa est mort la nuit dernière, a-t-elle dit, sa voix vide. Je suis désolé pour votre perte, répondis-je, mon ton neutre. Il y aura des funérailles samedi. Je voulais te le faire savoir au cas où tu voudrais venir. Je ne serai pas là, dis-je. Il y eut une longue pause. Puis Mélanie dit doucement, je comprends. Je pensais juste que tu devrais savoir. Merci de me l'avoir dit, dis-je et j'ai raccroché. Je n'ai pas pleuré. Je ne me sentais pas triste. Je ne ressentais rien. Et cela m'a surprise. J'avais passé tant d'années à être en colère contre mon père pour son silence, pour son incapacité à me protéger. Mais maintenant qu'il était parti, je ne ressentais que du vide. Quelques jours après les funérailles, Claire m'a rappelé. Je suis allé à la cérémonie, a-t-elle dit. J'ai pensé que tu voudrais savoir ce qui s'est passé. J'écoute, dis-je. C'était modeste, juste ta mère, Mélanie et quelques parents éloignés. Ta mère a fait un éloge funèbre et a parlé de l'homme bon qu'était ton père. Elle ne t'a pas mentionné une seule fois, Béatrice. C'était comme si tu n'existais pas. Je n'étais pas surprise. Comment avait l'air Mélanie? Perdue, a dit Claire. Elle a pleuré tout le temps. Et après la cérémonie, je l'ai entendue se disputer avec ta mère. Mélanie disait quelque chose sur le fait de ne pas pouvoir payer les frais funéraires. Ta mère lui a crié dessus et a dit que c'était la faute de Mélanie d'avoir épousé un criminel. Grégoire, demandai-je. Oui. Apparemment, il a été formellement accusé de détournement de fonds la semaine dernière. Mélanie risque de tout perdre. Sa maison, ses économies, même sa réputation. Les gens en ville l'appellent la femme d'un escroc. J'aurais dû ressentir de la satisfaction en entendant cela, mais au lieu de ça, je me sentais juste fatigué. La chute de ma famille était complète. Mais cela ne m'apportait aucune joie. Ils s'étaient détruits par leur propre cupidité et leurs mauvais choix, et je n'y étais pour rien.
Merci de m'avoir tenu au courant, Claire, dis-je. Il y a encore une chose, a ajouté Claire. Ta mère a demandé de tes nouvelles aux funérailles. Elle m'a demandé si je savais comment tu allais. Je lui ai dit que tu prospérais. Elle n'a rien dit, mais j'ai vu son visage. Elle avait l'air vaincue. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon salon et j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé au cours de l'année écoulée. Ma famille avait essayé de me détruire et ils avaient échoué. Mais dans leur échec, ils s'étaient détruits eux-mêmes. Mélanie était mariée à un criminel et faisait face à la ruine financière. Ma mère avait perdu son mari et était seule dans une maison qu'elle pouvait à peine se permettre. Mon père était parti, sans jamais avoir fait la paix avec les dégâts qu'il avait laissé se produire. Et moi, je prospérais. Mon entreprise était plus prospère que jamais. J'avais été invité à prendre la parole lors de conférences à travers le pays. J'avais aidé d'innombrables femmes à trouver le courage de fixer des limites et de prioriser leur propre bien-être. J'ai pensé à la femme que j'avais été il y a 6 ans, celle qui avait supplié de l'aider à qui on avait dit de se débrouiller seule. Cette femme aurait été terrifiée par le chemin à parcourir, mais elle n'aurait pas cru à quel point elle deviendrait forte. Dans les mois qui ont suivi, j'ai appris par Claire que ma mère avait vendu sa maison et déménagé dans un petit appartement. Le mari de Mélanie a été condamné à 5 ans de prison pour détournement de fonds, et elle a été forcée de prendre un emploi de caissière pour joindre les deux bouts. Les mêmes personnes qui avaient autrefois admiré sa richesse et son statut chuchotaient maintenant sur sa chute. Ma mère, amère et isolée, passait ses journées seule, éloignée de la fille qu'elle avait chassée et accablée par les conséquences de sa propre cruauté. Elles avaient tout misé sur ma destruction. Et à la fin, elles avaient tout perdu, leur réputation, leur stabilité et toute chance de réconciliation. Le karma qu'elles avaient semé avait fini par les rattraper, et il ne restait personne à blâmer à part elles-mêmes. Quant à moi, un soir, je me tenais sur le balcon de ma maison, regardant le soleil se coucher sur les arbres, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une paix authentique. J'avais construit une vie selon mes propres termes, entouré de gens qui m'appréciaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais leur donner. Ma famille avait essayé de me briser, de me faire honte, de me forcer à reprendre le rôle de la fille oubliée qui leur devait tout. Mais j'avais refusé. J'avais dit non quand c'était le plus important, et ce faisant, je m'étais sauvé. Le voyage avait été douloureux, les batailles épuisantes. Mais en me tenant ici maintenant, libre et entière, je savais une chose avec certitude. La vengeance, ce n'était pas de les faire souffrir. C'était de refuser de les laisser gagner. Et j'avais gagné, de toutes les manières qui comptaient.